cercles. En fait, ce ne sont pas tout à fait des cercles, ce sont des cercles un petit peu déformés, qui ressemblent à un ballon de rugby. Ça s'appelle des ellipses. Et c'est Kepler qui va démontrer et qui va calculer la taille de ces ellipses et en déduire ce qu'on va appeler les lois de Kepler qui régissent donc les orbites des planètes. Voilà par exemple un exemple des notes de Tycho Brahe. Alors le suivant c'est Galilée. Là, vous avez tous entendu parler de Galilée. En 2009, on a fêté l'année de l'astronomie avec Galilée. C'est pas lui qui a inventé la lunette, hein, mais c'est lui qui a eu l'idée de la diriger vers le ciel. Hein, la lunette avait été inventée probablement en Hollande, mais les gens, ils n'avaient pas eu l'idée de la tourner vers le ciel, ils regardaient plutôt chez les voisins, ça, où ils s'en servaient à la guerre, à regarder les ennemis. Personne n'avait jamais pensé le soir à regarder le ciel avec. Et c'est lui, Galilée, qui le premier le fait. Et donc il la propose aussi au Doge de Venise. Alors le Doge de Venise il est bien content, tout ça, il donne de l'argent, etc. Mais Galilée, il est aussi sur une pente un peu savonneuse parce que une nuit, il va trouver les satellites de Jupiter. Les satellites de Jupiter. Voilà la lunette de Galilée, vous voyez là, hein, qui montre au Doge de Venise. Et il va découvrir autour de Jupiter, Jupiter c'est la plus grosse étoile, la plus grosse planète de notre système solaire, il va trouver 4 petits points qui tournent autour de Jupiter, un peu comme notre système solaire. Et c'est ça qui va le renforcer dans l'idée que Copernic a raison. Là, on est quand même 50 ans après la mort de Copernic. Les idées du système héliocentrique ne sont pas encore courantes. C'est même une hérésie de dire que la Terre n'est pas au centre du système solaire. Donc ça va le conforter, mais malheureusement, ça va lui apporter des problèmes. Alors, il étudie aussi avec sa lunette Saturne. Mais Saturne, vous savez tous qu'il y a un anneau maintenant, mais à l'époque, on ne savait pas, on ne comprenait pas. Il voit ces choses-là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas et il ne comprendra jamais qu'il y a un anneau, on verra que c'est quelqu'un d'autre qui va trouver un anneau. Par contre, il va étudier la planète Vénus, et Vénus va présenter des phases comme la Lune. Alors si Vénus, des phases, ça veut dire qu'il y a une partie dans l'ombre et une partie illuminée qui dépend du jour de la semaine. Et étant donné qu'elle va avoir des phases, ça va encore le fortifier dans l'idée que c'est bien le Soleil qui est au centre de l'univers et que Vénus qui tourne autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Et ça va évidemment, il va y avoir un procès, on écrit aussi beaucoup de choses. Ce sont des documents originaux de Galilée que j'ai eu la possibilité de photographier et de toucher avec mes doigts. Et on voit les relevés ici, les relevés originaux de Galilée, où on voit Jupiter, et puis de nuit en nuit, vous voyez les petits points, ce sont les 4 gros satellites de Jupiter qui tournent autour. C'est amusant. Et Galilée, on lui fait un procès, il est obligé d'abjurer le fait que le Soleil est au centre de l'univers. Bon, il n'a pas le choix, hein. C'est ça où il est brûlé au final. Je vous rappelle que quelques années auparavant, c'est Giordano Bruno qui avait osé dire qu'il existe d'autres mondes dans l'univers que notre monde. Alors là, ça portait un prix et il a eu la volée. Donc il échappe au châtiment suprême en étant enfermé chez lui. En fait, c'est Huygens, Christian Huygens, qui est un astronome touche-à-tout hollandais, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs dans les horloges. Il comprend que ce
que Galilée n'avait pas compris, à propos de Saturne, que c'était effectivement un anneau qui tournait autour de cette planète, et que suivant la position de la Terre par rapport à la planète, eh bien, on voit les anneaux plus ou moins ouverts ou plus ou moins fermés. Hein, comme présenté sur la photo de Wolf. Alors Newton. Alors Newton est né l'année où est mort Copernic. Non, un siècle après. Newton, c'était aussi un personnage assez modeste, un peu chétif, et sa grande chance, c'est que pendant la grande peste de 1665, tout le monde est obligé de rentrer chez soi, chacun se cloître à la maison, et pendant ce temps-là, lui il va pouvoir travailler, faire marcher son cerveau, et en fait ses plus grandes découvertes vont être faites à cette époque. Il met au point l'idée de la gravitation universelle, parce que les gens se posent la question, effectivement, pourquoi si je prends ça tombe là et ça va pas là-haut ou ailleurs. Hein. En fait, c'est la gravitation universelle, c'est une force qui est dans tout l'univers et où on est attiré, où la masse, on est attiré au centre par la masse de la Terre. Alors on dit que il était sous un pommier et qu'il a reçu un jour une pomme sur la tête. Mais sa grande qualité, c'était un homme un peu exécrable, hein, Newton. Il était un peu puant, il connaissait sa valeur, il était un peu puant quand même, mais c'était un génie. Et il a écrit le plus grand livre scientifique de l'époque, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Principia Naturalia, les Principia Mathematica, qui est le résumé de toutes les sciences de l'époque. Alors, il se fait prier pour le faire publier. C'est son ami Edmond Halley, vous avez entendu parler de la comète de Halley, certainement, c'est qui l'aide à le publier. C'est Newton qui met au point le télescope. Hein. Alors, vous savez la différence qu'il y a entre lunettes et télescope. La lunette, c'est à base de lentilles optiques, de lentilles de verre. Un télescope, c'est à base de miroir. Il y a un moment ou un autre où on ne peut plus augmenter la taille des lentilles parce que ça devient trop énorme. Donc il faut remplacer la lentille par autre chose. Et cette autre chose, on s'aperçoit qu'on peut le faire avec un miroir. C'est lui qui a l'idée d'utiliser le premier un télescope. Le problème, c'est qu'en anglais, on dit télescope pour pour lunettes et puis pour télescope. Mais surtout, il a l'idée, il s'intéresse beaucoup à la lumière, et il a l'idée de décomposer la lumière blanche au travers d'un prisme. Il la fait passer au travers d'un prisme, et il s'aperçoit qu'elle est décomposée en plusieurs couleurs, et que ce sont des couleurs fondamentales. Pendant ce temps-là, un certain Jean-Dominique Cassini, qui est citoyen du comté de Nice. Nice, c'était italien à l'époque, hein, il n'y a pas si longtemps que ça que le comté de Nice est français. Il est très connu, il est professeur d'astronomie à Bologne. Il est spécialisé sur Jupiter. Il étudie les satellites de Jupiter et le mouvement de la tache rouge. Bref, il est très connu. Et Louis XIV, qui veut construire le premier observatoire moderne, Louis XIV va dire à Colbert, écoute, c'est l'astronome le plus connu de l'époque, je le veux, tu lui fais un chèque en blanc, il vient à Paris. Et il vient à Paris, et c'est donc dans les années 1869, il prend la nationalité française, et il va diriger l'Observatoire de Paris pendant des années, et en fait, il va donner naissance
à toute une famille, ses enfants, ses petits-enfants vont aussi travailler à l'Observatoire de Paris. Et ils s'intéressent à la planète Saturne. Et vous voyez ici ces écritures originaux qui sont à l'Observatoire de Paris, qui sont frontières de l'Observatoire de Paris. Et vous voyez, c'est un dessin de Cassini, ça. Et il s'aperçoit que dans les anneaux de Saturne, en y regardant bien, au milieu des anneaux, il y a une petite bande noire. Et alors cette bande noire, c'est la discontinuité. Et il semble qu'il y ait une discontinuité dans les anneaux, vous voyez, c'est ça. Et ça va porter son nom, c'est lui qui le trouve en premier. Ça va être la division de, qu'est-ce qu'on va appeler la division de Cassini. Mais Louis XIV est surtout intéressé par la France, par les conquêtes militaires, etc. Et il va demander à Cassini et à son équipe de redessiner la carte de la France.